Oublions un instant les vieux clichés. Ouais, c'est clair. Quand l'image de la France est évoquée à l'international, c'est souvent la carte postale qui prime en fait. Le fameux musée à ciel ouvert. Voilà. Une nation célébrée avant tout pour l'excellence de ses vignobles, la haute gastronomie ou le prestige de ses maisons de luxe. L'image d'Épinal classique. Mais pourtant, en se plongeant dans nos sources du jour, on découvre un portrait radicalement différent. En 2026, la réalité économique et technologique s'éloigne grandement de cette carte postale. Complètement. Le pays exporte désormais ce que les documents qualifient de mort chirurgicale, et plus fondamentalement, de la souveraineté technologique pure. C'est le cœur du réacteur. Bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Notre mission aujourd'hui, spécialement pensée pour ceux qui parcourent les différents chapitres de cette plateforme audio, c'est de disséquer une enquête très dense de Block News. Une enquête qui s'appuie sur des données très solides. Oui, directement sur le dernier rapport du CIPRI, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, et les conclusions qu'on en tire sont frappantes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avec une augmentation de 47% de ses exportations sur la dernière décennie, la France a officiellement détrôné la Russie. Pour s'installer à la deuxième place des plus grands exportateurs d'armement au monde. Bon, décortiquons tout ça, parce qu'il y a une mécanique fascinante derrière cette ascension face à des superpuissances historiques. Le cadre mérite d'être posé avec précision d'emblée. Quand on analyse ces flux d'exportation, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'une simple augmentation des volumes de vente d'acier ou de munitions traditionnelles. On ne vend pas juste plus de fusils. Exactement. Ce que le rapport du CIPRI met en exergue, c'est une maîtrise de pointe dans des domaines hyper fondamentaux. On parle de la physique des ondes D'ingénierie nucléaire appliquée ? et d'architecture logicielle. L'industrie de la défense contemporaine s'est métamorphosée. Ça relève plus seulement de l'industrie lourde, c'est une science hybride. Un croisement entre le traitement massif de l'information en temps réel et la gestion optimisée de l'énergie. C'est tout à fait ça. Et le premier chapitre de notre plongée dans ces documents illustre parfaitement cette métamorphose, avec une idée centrale, le piratage de la réalité physique. Rien que ça. Technique d'un avion à 100 millions d'euros. Les mots choisis par la source sont forts. Il est défini conceptuellement comme un virus informatique volant. C'est fou comme formulation. Et la clé de voûte de cette architecture logicielle, c'est le système Spectra. Le système de protection et d'évitement des conduites de tir. Ce qui est fascinant ici, c'est la divergence philosophique avec l'approche américaine en matière de furtivité. Oui, parce qu'on oppose souvent deux écoles. D'un côté, tu as le F-35 américain qui s'appuie sur une furtivité qu'on appelle passive. Donc sa géométrie angulaire, très spécifique, les revêtements absorbants. Voilà, l'idée c'est que les ondes radar ennemies glissent sur l'appareil ou soient absorbées par la peinture. Mais de l'autre côté, au Spectra français, opte pour la furtivité active. C'est un changement de paradigme. L'avion interagit directement avec son environnement électromagnétique. Il analyse les menaces sur 360 degrés en permanence. Et avec une précision de localisation stupéfiante. L'enquête mentionne une précision inférieure à 1 degré. Cette précision inférieure à 1 degré change la nature même du combat aérien. Au lieu de subir le balayage radar en espérant bêtement ne pas être vu, l'appareil cartographie l'environnement de brouillage de manière totalement proactive. Surtout que l'approche passive du F-35 a des limites assez lourdes. Elle contraint énormément la capacité d'emport d'armement. Faut cacher tous les missiles dans des soutes internes pour maintenir le profil furtif. Sans parler de la maintenance. Une maintenance extrêmement lourde des revêtements après chaque vol, oui, alors que la furtivité active permet au Rafale de conserver une aérodynamique classique. Il peut porter de lourdes charges sous les ailes, tout en agissant comme un prédateur électronique. Le système capte l'onde radar adverse, l'analyse instantanément et décide de la parade logicielle la plus adaptée. Et la mécanique de cette parade, c'est vraiment le point d'orgue de cette technologie. Parce que le système ne se limite pas à un brouillage basique. Non, on n'inonde pas la fréquence de bruit blanc, ça trahirait la présence de l'avion de toute façon. Il utilise le principe de l'opposition de phase. C'est exactement la même physique que celle appliquée dans les casques à réduction de bruit qu'on utilise dans les transports. C'est la meilleure analogie. L'onde radar ennemie frappe l'avion, et les calculateurs de bord génèrent en quelques microsecondes une onde parfaitement inverse. Qui vient annuler le signal de retour. Le radar ennemi ne reçoit rien. Son écran reste vide. Mais l'enquête décrit quelque chose d'encore plus impressionnant, la capacité de déception. Ah, ça c'est le piratage pur et dur. Le système génère des signaux artificiels pour tromper le logiciel adverse. En faisant par exemple apparaître une escadrille de 3 ou 4 faux rafales fantômes sur des trajectoires divergentes. On manipule la réalité en temps réel. L'opérateur radar se retrouve face à un écran qui lui ment. Ce qui rend ces missiles inutilisables vu qu'ils ne savent plus quelle cible verrouiller.
L'analogie du virus informatique prend tout son sens face à ça. L'objectif, c'est plus de détruire physiquement le radar adverse, c'est la corruption de son système de perception. On altère la confiance de l'ennemi en ses propres instruments. Et on paralyse sa chaîne de commandement. Dans un espace de bataille saturé d'illusions crédibles, ça crée une charge cognitive insoutenable pour les opérateurs. Et pour les algorithmes de ciblage aussi. C'est un multiplicateur de force qui permet de compenser le manque de masse face à des flottes numériquement plus importantes. Une domination par la guerre électronique, oui. Et cette philosophie d'optimisation intelligente face à la force brute trouve un écho dans un tout autre domaine couvert par l'enquête. C'est notre deuxième chapitre, le virage thématique vers l'énergie. On passe de l'espace aérien aux profondeurs océaniques. Oui, l'ingénierie navale met en lumière une singularité technologique majeure, l'exception de l'atome. C'est un point fascinant sur la propulsion des sous-marins nucléaires d'attaque de classe Suffren et du porte-avions Charles de Gaulle. Le rapport souligne l'utilisation exclusive de l'uranium faiblement enrichi, ou UFE, et c'est une divergence radicale avec les standards américains ou russes. Ah, eux, ils propulsent leurs bâtiments avec de l'uranium hautement enrichi qui frôle les 90%. 90%, on rappelle que c'est le seuil critique pour fabriquer une arme de destruction massive. Une arme nucléaire, oui. La filière française a fait un choix technique hyper complexe. Développer des réacteurs navaux qui fonctionnent avec un uranium enrichi à moins de 6%. 6%, c'est exactement le même taux que celui des centrales nucléaires civiles. Celles qui alimentent le réseau électrique classique. Le défi d'ingénierie derrière ce chiffre est colossal. Extraire assez d'énergie pour propulser un mastodonte de plusieurs milliers de tonnes sous l'eau à haute vitesse avec un combustible presque inerte militairement. Mais le bénéfice stratégique est énorme. En alignant le combustible naval sur le standard civil, on crée une synergie industrielle majeure. L'infrastructure de production est mutualisée avec le parc civil. Ce qui garantit une chaîne d'approvisionnement robuste, souveraine et surtout beaucoup moins onéreuse. Et puis ça sépare hermétiquement deux domaines vitaux. La marine n'entre jamais en compétition avec la force de dissuasion. Les réserves d'uranium militaire sont sanctuarisées pour l'arsenal stratégique. C'est fondamental. Au-delà de cette sécurité d'approvisionnement, le source détaille des avantages opérationnels concrets. Ces chaufferies nucléaires à uranium faiblement enrichi permettent d'espacer considérablement les cycles de maintenance. Les bâtiments français peuvent opérer pendant 10 ans avant de nécessiter un rechargement de leur cœur nucléaire. 10 ans. Et la comparaison dans le rapport est sans appel. Les systèmes russes exigent des interventions tous les 7 à 8 ans. Ce gain de disponibilité est critique. La valeur d'une flotte, ça se mesure à son temps de présence effective en mer. Pas à son temps d'immobilisation en cale sèche. Exactement. Et cet allègement de la logistique, on le retrouve aussi dans les forces terrestres. Ce qui nous amène à notre troisième chapitre. On accélère le rythme pour parler d'artillerie et du canon César. Le camion équipé d'un système d'artillerie. Une vraie star mondiale depuis le conflit en Ukraine. Il illustre parfaitement la haute mobilité combinée à la précision balistique. L'approche traditionnelle, c'était des systèmes lourds, souvent tractés, avec des longues procédures d'installation. Aujourd'hui, l'obsession, c'est la survie face aux radars de contre-batterie. Ces radars qui calculent la trajectoire d'un obus en vol pour remonter immédiatement à la position du tireur. La course contre la montre est permanente. Le rapport l'illustre avec la doctrine du shoot and scoot. Tirer et déguerpir. La chronologie détaillée est révélatrice. Le système César s'arrête et se met en batterie en seulement 60 secondes. L'équipage tire ensuite une salve de 6 obus en moins d'une minute sur une cible située entre 40 et 50 km. Et le point critique, l'esquive. Il suffit de 40 secondes au véhicule pour replier son système et quitter la zone. Le camion roule déjà loin sur la route avant même que le premier obus n'ait explosé sur sa cible. C'est implacable. La source précise qu'il faut en moyenne 3 à 4 fois moins de munitions à ce système pour détruire une cible comparée au système russe plus ancien. Le tapis de bombe cède la place à des frappes d'une précision chirurgicale, ce qui soulage drastiquement les flux de ravitaillement. Mais cette précision mécanique n'est rien sans un flux d'informations optimal. Ce qui introduit le fameux programme Scorpion, le Waze de la guerre en quelque sorte. Le principe, c'est d'interconnecter chaque entité sur le terrain. Les nouveaux véhicules blindés Griffon, Jaguar, Serval et les fantassins dotés des équipements félins. Le cœur névralgique de tout ça, c'est le SICS, le système d'information du combat Scorpion. Fini le chef de char isolé essayant de comprendre la bataille par une petite Luzette. On crée une conscience situationnelle partagée. L'évolution par rapport aux communications classiques donne le vertige. Le temps de la radio vocale sur des fréquences saturées où un opérateur dicte des coordonnées kilométriques en espérant qu'elles soient bien notées, c'est révolu.
Le document rapporte que le SIX permet à un véhicule de reconnaissance léger qui détecte une cible de la partager avec un tireur situé à 5 km de là. En moins de 2 secondes. Moins de 2 secondes, oui. Le transfert est calculé et validé informatiquement. Tout passe par des interfaces tactiles, une menace apparaît sur la tablette d'un commandant, et instantanément, tous les écrans des véhicules alliés sont mis à jour avec la position exacte. C'est un gigantesque réseau intranet sécurisé. La règle d'or, c'est la supériorité informationnelle. Le camp qui voit et distribue l'information le plus vite détruit l'autre. Et cette interconnexion transforme les véhicules en simples terminaux d'un réseau tactique? Une architecture cloud appliquée au combat intensif, oui. Et c'est cette maîtrise technologique globale qui constitue un levier diplomatique massif aujourd'hui. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est notre 4e chapitre, le hack diplomatique de la souveraineté. L'enquête de Block News pose une équation géopolitique cruciale. Pourquoi des nations non alignées comme l'Inde, l'Indonésie ou l'Égypte choisissent de s'équiper avec ces systèmes français? Plutôt que de piocher dans le gigantesque catalogue américain. La réponse tient en un concept juridique déterminant, l'ITAR Free. ITAR pour International Traffic in Arms Regulations. C'est un ensemble de lois américaines aux effets extraterritoriaux extrêmement puissants. La mécanique est redoutable. Si un système d'armement contient ne serait-ce qu'un seul composant d'origine américaine, Même une simple micro-puce de quelques millimètres. le gouvernement des États-Unis obtient un droit de regard absolu sur son utilisation. Washington peut légalement interdire la vente de ce matériel à un pays tiers, ou pire, bloquer les pièces de rechange et les mises à jour si la politique étrangère de l'acheteur déplaît. C'est un levier de coercition permanent. Un État peut dépenser des milliards pour une flotte d'avions et se retrouver dans l'impossibilité de les faire décoller lors d'une crise régionale. Juste à cause d'un embargo sur une puce soumise à l'ITAR. Cette vulnérabilité est inacceptable pour des puissances régionales qui veulent garder leur autonomie. L'industrie française a donc déployé une stratégie méthodique. Investir des milliards en recherche pour expurger de ces systèmes critiques le moindre composant assujetti à la loi américaine. Il a fallu recréer des chaînes d'approvisionnement entières, concevoir de nouvelles puces, certifier de nouveaux connecteurs. Uniquement pour garantir une conception 100% européenne et souveraine. Les résultats se matérialisent dans des systèmes comme le missile Scalp ou le missile RR longue portée Météor. Conçus selon cette norme stricte de ITAR Free. La portée de ce hack diplomatique est immense. En garantissant l'absence de composants américains, la promesse de vente devient une véritable promesse de liberté politique. Quand un gouvernement signe, il achète la pleine et entière propriété du matériel. Pas de risque de désactivation à distance. En offrant cette troisième voie, la France bouscule les monopoles traditionnels et sécurise sa deuxième place mondiale. La synthèse économique de tout ça est vertigineuse. Pour clore notre analyse, les chiffres agrégés par l'Institut de Stockholm dessinent un complexe industriel qui génère près de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Un maillage qui soutient directement l'emploi de 200 000 familles. Des ingénieurs en IA aux techniciens en propulsion nucléaire. Comprendre les mécanismes intimes de ces technologies permet de lire l'actualité mondiale avec de nouvelles clés. Il devient évident pour notre audience que la puissance d'un État ne se mesure plus seulement en nombre de soldats. Les équilibres géopolitiques modernes se jouent dans les microprocesseurs, la vitesse de transmission et les normes d'exportation. Et cette bascule vers un environnement hautement informatisé ouvre la voie à une réflexion prospective fascinante. Une réflexion qui prolonge nos constats, oui, puisque l'ingénierie moderne ressemble de plus en plus au fonctionnement d'une start-up du numérique, avec les réseaux Scorpion et les illusions Spectra. On en arrive à une limite physique évidente, la physiologie humaine. À quel moment la prise de décision d'un opérateur humain, avec sa fatigue et son temps de réaction incompressible, deviendra-t-elle le goulot d'étranglement? Face à des systèmes qui traitent une cible en moins de 2 secondes. C'est la grande question. Si la guerre devient une affaire de code plutôt que d'acier, la prochaine étape ne sera-t-elle pas de confier entièrement les clés de ce Waze de la guerre à des intelligences artificielles autonomes? Une pensée provocatrice qui redéfinit totalement la place de l'humain dans ces systèmes. Voilà qui clôture notre plongée au cœur de ces sources. Le décryptage de ces données offre toujours une grille de lecture indispensable. Absolument. L'exploration de ces documents complexes se poursuivra très prochainement avec de nouvelles analyses. À bientôt pour la suite.